Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au rôle du véritable Dracula pour maintenir son pouvoir et la liberté de son pays. En utilisant des méthodes violentes, il a conquis l'immortalité littéraire au XIXe siècle grâce au roman de Bram Stoker. Pourtant, loin de l'image du vampire transi d'amour, l'histoire dévoile un prince du XVe siècle dont la réputation sanguinaire n'est pas totalement usurpée. Pourtant, on sait peu de choses à son sujet, si ce n'est qu'il était prince de Valachie au XVe siècle. Mais qui était Vlad l'Empaleur? Partons ensemble sur les traces de Vlad III. La Valachie est une terre de contraste, entourée et enclavée entre l'Empire ottoman et le royaume de Hongrie. Bordée au nord par les Carpates, ceinturée au sud par le ruban bleu du Danube, elle bénéficie d'un isolement géographique bienvenu au milieu du XVe siècle. Car le voisin ottoman est menaçant. Rendu maître de Constantinople en 1453, il a terrassé ce qui restait de l'Empire byzantin, dernier reliquat de la gloire romaine. Son expansion en Asie est inéluctable et implacable. Depuis le début du siècle, les dirigeants valaques payent une rançon aux Ottomans, le prix de la paix. Mais les tensions sont loin d'être désamorcées, et la région particulièrement prospère, alimentée par le juteux commerce du Danube, attise la volonté des dirigeants ennemis. Le conflit géopolitique masque l'impasse religieuse. L'islam ottoman se heurte au christianisme des souverains valaques. Le temps des croisades n'est pas encore révolu et encore vive dans les esprits. C'est sur cette scène de conflit et de tension que Vlad III Dracul, voïvode, prince de Valachie, règne depuis 1436. Le futur Vlad III naît entre 1431 et 1434. Son père, Vlad II, répond au surnom de Dracul, dragon, parce qu'il appartient à l'ordre du même nom, confrérie du Saint-Empire romain germanique. Il règne sur la Valachie, mais son pouvoir est fragile, sans cesse menacé à l'intérieur comme aux frontières. Conscient de la toute-puissance des Ottomans, Vlad II ouvre l'œil à la frontière de la Valachie, qui est entourée de puissances plus ou moins amicales. Contre toute attente, la menace vient de l'intérieur. Durant l'été 1447, en conflit avec le voïvode de Transylvanie, Jan de Yandi, Vlad II décide de faire la paix avec le sultan ottoman. Son fils aîné, Mirka, reçoit un supplice pire que la mort. On lui crève les yeux avant d'être enterré vivant par les boyards et les marchands de Targoviste. Après s'être débarrassé de Vlad II et de Mirka, Yuyandi place son propre candidat, Vladislas II de Valachie, sur le trône de Valachie. Le ton est donné. Le second fils de Vlad II, Vlad Draculae, le fils du dragon, prétendant légitime à la succession, est contraint de s'exiler en Moldavie au profit de son cousin, qui s'assoit sur le trône de Valachie. Mais le prince n'a pas dit son dernier mot, rassemblant ses armées, nouant des alliances de circonstances avec les Ottomans. Il revient en force en 1456. Les assassins de son père sont écrasés. C'est le premier pas d'une politique de mise au pas de la noblesse. Sa priorité, se débarrasser des boyards, l'élite aristocratique locale, coupable d'avoir conspiré contre son père et lui-même. Le besoin de réforme est profond. L'armée et le système de conscription sont révisés, l'État modernisé, le commerce strictement encadré. Les Ottomans ne sont pas la seule cible de Vlad III. Les Hongrois et les Saxons de Transylvanie sont également bousculés sur leurs terres. Irrité, le sultan Mehmed II envoie deux émissaires au palais de Dracula pour le ramener à la raison. Lorsque les messagers refusent d'ôter leur turban, Vlad III fait clouer leur couvre-chef sur leur crâne. S'ensuit une longue période de guerre intermittente durant lesquelles la cruauté de Vlad III augmente, mais justifiée par l'époque et les circonstances. En effet, pour imposer sa loi et son autorité, Vlad III doit être d'abord vainqueur sur le champ de bataille. Mais l'Empire ottoman était immensément plus puissant que la Valachie. Vlad III s'emploie à une guerre psychologique pour diminuer le moral ottoman et dissuader les offensives. Au soir d'une bataille en 1462, il fait empaler plus de 20 000 prisonniers ennemis afin de décourager les envahisseurs, un spectacle qui aurait frappé d'effroi le sultan lui-même. Dans la mémoire collective, Vlad III est devenu l'empaleur. Et les chroniques ne se lasseront pas de le décrire en tyran sanguinaire. La forêt des Pales où étaient exposés les corps des suppliciés se trouvait aux alentours du château de Vlad III et ne laissait aucun doute sur la fermeté du prince.
L'empalement n'était d'ailleurs pas réservé aux soldats ottomans, mais un châtiment courant applicable à tout opposant. Ainsi s'éteint l'homme, ainsi naît la légende. Pour consolider son pouvoir, Vlad III nomme des hommes issus du peuple et même des étrangers. À toutes les charges publiques, il ne s'agit pas d'une politique réformatrice dont le but serait d'émanciper les classes inférieures. Le prince cherche seulement à renforcer son pouvoir royal en plaçant des fonctionnaires qui dépendent entièrement de la volonté du voïvode, lequel peut les nommer, les destituer et supprimer la puissance de la noblesse qui a exécuté son père et son frère et toujours prompt à la révolte. Pour remplacer les boyards, Vlad III crée peu à peu de nouvelles élites. Les administrateurs de la justice, les Vidjetchi, une élite militaire formée de petits propriétaires terriens qui se sont distingués sur le champ de bataille. Les Sludji faisant office à la fois de police politique et de grand personnel. Dans le même temps, il favorise les paysans et les artisans en les exonérant d'envoyer tribus et fils à l'Empire ottoman. Une anecdote révèle la cruauté de Dracula à l'égard des boyards afin de se venger de leur révolte contre son père. En 1459, pour la fête de Pâques, il invite 200 d'entre eux avec leur famille à un grand repas. Les femmes et les vieillards sont exécutés et empalés. Les autres sont asservis pour servir de main-d'œuvre à la construction d'un château près du fleuve, lors de laquelle beaucoup mourront d'épuisement. La sinistre réputation que va faire de Vlad III la terreur des Balkans naît de la brutalité avec laquelle il traite ses adversaires. L'implantation d'établissements saxons avait autrefois servi à repeupler les zones stratégiques et à relancer l'économie locale. Mais cette population est devenue avec le temps une classe privilégiée au détriment de la population locale. Dracula lui impose de lourdes charges fiscales et bloque son commerce lorsqu'elle refuse de payer. Relayé par la chronique germanique et musulmane, le récit des atrocités de Vlad III contamine l'Asie et l'Europe à la fin du XVe siècle. Les Saxons, comme Ottomans, ses ennemis jurés, ont de bonnes raisons de ruiner sa réputation et d'en faire un monstre sanguinaire. 4 siècles plus tard, Vlad III émerge de son caveau dans les récits de Bram Stoker. Assiste-t-on alors à la résurrection du prince dragon? Dans les notes manuscrites de l'auteur, il n'est jamais fait mention de l'empaleur. Seul le nom de Dracula apparaît. Pourtant, le surnom de Dracula appartient à son père Vlad II et non à Vlad III, qui est surnommé Draculae, le fils du dragon. Ce qui laisse à penser que le romancier n'avait guère d'informations à son sujet, bâtissant à partir de rien le squelette de son vampire. Les Hongrois et les Saxons de Transylvanie, incapables de faire face à la puissance de Vlad III, offrent leur appui à de nouveaux prétendants au trône. Les candidats ne manquent pas: Dan III, Vlad le Moine, demi-frère de Vlad III, et Bassarab. La réponse du voïvode de Valachie est terrible. Quand une ville saxonne soutient Dan III, Vlad III fait empaler 30 000 personnes, dîne au milieu des empalés moribonds, puis met la cité à feu et à sang. On cesse dès lors de lui donner le surnom honorable d'empaleur. Il impose également son autorité au clergé catholique, quitte à châtier ses membres, ce qui ne déplaît d'ailleurs pas beaucoup à la plupart des Roumains, dont la foi orthodoxe est persécutée en Transylvanie par les Hongrois et les Saxons catholiques. Cela attire l'attention du pape Pie II. Un rapport rédigé à son attention en 1462 affirme que Vlad III a assassiné plus de 40 000 personnes. D'autres villes rebelles ont également subi de sanglantes représailles jusqu'à leur soumission en 1460. Au-delà de sa cruauté personnelle, la façon d'agir de Vlad III répond à une politique globale dont le but était de soumettre une minorité privilégiée d'origine étrangère et d'imposer la terreur aux voisins belliqueux afin de sauver la Valachie. En ce qui concerne sa politique extérieure, Vlad III se distingue clairement de son père et d'autres chefs de son temps. En effet, une fois au pouvoir, il n'a jamais renoncé à son opposition à l'Empire ottoman, quel que soit le cours pris par les événements. À cette fin, il a reçu l'appui de Mathias Corvin, fils de Jan Huyandi et roi de Hongrie. Au contraire, son demi-frère Radu le Beau se convertit à l'islam et, d'après les chroniques byzantines, fut même l'amant du sultan Mehmed II. Les campagnes de Vlad III contre les Ottomans ont été d'une extraordinaire brutalité. En 1461, les Ottomans lui proposent des négociations de paix, mais leur intention réelle est de lui tendre une embuscade. Vlad III répond par une incursion qui dévaste les territoires ottomans au sud du Danube.
En 1462, il écrit à Mathias Corvin en lui expliquant qu'il a coupé 24 000 têtes, cela sans compter les habitants morts dans l'incendie des maisons. Pour démontrer la véracité de ses dires, il fait porter des sacs entiers de nez et d'oreilles coupés. La brutalité de l'empaleur correspond à l'époque et à la région agitée du XVe siècle. Au printemps 1462, Mehmet II rassemble une armée de 90 000 hommes et avance sur la Valaquie. Vlad III dispose de 30 000 hommes. Il choisit de harceler les Ottomans par des attaques nocturnes, une guerre d'escarmouches, utilisant la tactique de la terre brûlée. Profitant qu'il a appris la langue ottomane à l'époque où il était otage de Murad II, Vlad III s'infiltre lui-même dans le campement ottoman. Il utilise aussi la terreur, il fait empaler 23 000 prisonniers et leurs familles sur la route de l'ennemi. Pourtant, la victoire finale des Ottomans n'est pas venue de leur armée, mais de la défection des boyards valaques, auxquels Radu, le demi-frère de l'empaleur, avait promis de rendre leurs privilèges. Radu a également su attirer à lui d'autres minorités et même une partie de la population, lasse des méthodes sanguinaires de Vlad III, même si celle-ci leur assure la liberté et la puissance. Celui-ci oppose une résistance acharnée aux Ottomans et aux nobles rassemblés autour de Radu. Mais sans argent, il finit par se retrouver acculé. De plus, Mathias Corvin souhaite une trêve avec le sultan ottoman. Le 26 novembre 1462, le roi de Hongrie fait prisonnier Vlad III, alors que le voïvode négocie avec lui pour obtenir de l'argent et des troupes. Vlad III reste peu de temps enfermé, car son influent cousin Étienne III de Moldavie intercède en sa faveur. Mathias Corvin finit par le marier à sa cousine vers 1466, mais il retient 12 ans auprès de lui. Pendant ce temps, intrigues et trahisons se poursuivent en Valaquie. Étienne de Moldavie expulse Radu de ce territoire, mais il ne rend pas pour autant son trône à son cousin Vlad III. Il installe au pouvoir un nouveau voïvode. Peu reconnaissant envers son protecteur, celui-ci négocie aussitôt avec les Ottomans pour se libérer de la vassalité moldave. Toujours est-il que lorsque Radu meurt de syphilis en 1475, Mathias Corvin libère l'empaleur afin qu'il récupère la Valaquie au profit de la Hongrie. En novembre 1476, Vlad III réussit à chasser du pouvoir Bassarab, reprenant son trône pour régner une troisième fois sur la Valaquie. Bassarab revient peu de temps après avec le soutien des troupes ottomanes. C'est en affrontant les Ottomans que l'empaleur meurt assassiné en décembre 1476. Sa tête est envoyée à Constantinople pour être exhibée et pour dissiper la terreur qu'inspirait son nom. Bassarab ne conservera pas longtemps le trône de Valaquie, car il sera trahi par son neveu en 1477. Comme on l'a vu, Vlad III est un personnage de son époque, sombre et violent, qui a tout fait pour contrer l'avancée ottomane. Cependant, son nom demeure immortel, mais pas pour ses exploits, mais plutôt pour le livre de Bram Stoker, créateur de Dracula. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.